Bonjour Julien Jourdi, Bonjour à vous. merci d'avoir répondu à l'invitation de Cyclisme Actu à la veille du départ du 66e Critérium du Dauphiné. Donc avant de parler voilà, du mois de juin avec ce Dauphiné et puis aussi du Tour de France, on voulait déjà revenir avec, déjà vous féliciter par rapport au début de saison réalisé par vos coureurs et tout le staff de Decathlon, je vais te dire la Mondial Team qui est assez exceptionnel. Je pense que si on vous avait dit ça début janvier, vous ne l'auriez pas cru, pardon. Oui, effectivement, ce début de saison, on est en train d'attaquer la deuxième moitié de la saison 2024. Et c'est clair que quand on regarde dans le rétro, je le vois lors des stages du mois de décembre, du mois de janvier. C'est clair qu'il y a un discours où on espère faire un bon début de saison parce que il y a des nouvelles choses qui se sont mises en place dans l'équipe. Et c'est clair qu'on est le 1er juin actuellement, aujourd'hui. Et c'est vrai de voir l'équipe au deuxième rang au classement UCI, d'avoir 23 victoires, 18 places de 2 et 8 places de 3. C'est clair, c'est assez exceptionnel. Il faut en profiter. Il faut garder les pieds sur terre également, mais c'est vrai que c'est un début de saison qui est juste exceptionnel. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? C'est le fait d'avoir gagné 23 fois ou d'être numéro 2 derrière l'intouchable UAE Team Emirates qui évolue sur une autre planète, mais d'être devant Jumbo, Visma, pardon, Lidl Trek, Ineos, etc. Ouais, c'est surtout la régularité. La régularité, est-ce que on connaît l'impact d'un début de saison dans une équipe professionnelle. Et c'est clair que toutes les équipes ont ce message-là durant les stages d'hiver en disant que c'est important de prendre la saison dans le bon sens, de gagner rapidement. On sait que ça peut vite amener un petit peu de stress de ne pas gagner la première course. Et voilà, moi, c'est surtout cette régularité que je souligne parce que c'est vrai que voilà, dès le mois de janvier, on a vu en Australie, on a performé en Australie, on n'a pas gagné, mais on a performé. Et puis rapidement, sur le calendrier européen, fin janvier et février, bon, on a gagné rapidement et tout s'est mis en place. Et on s'est dit, bon, on va arriver sur les gros objectifs du mois de mars avec Paris-Nice, Tirreno. Et c'est là qu'on va vraiment prendre la température. Et puis bon, Paris-Nice s'est bien passé, Tirreno très bien. Et puis on a enchaîné aussi des classiques flandriennes plutôt de bonne facture, alors qu'on avait un petit peu d'appréhension, parce qu'on avait renouvelé un petit peu notre groupe. Et ça s'est plutôt très bien passé sur ces classiques flandriennes. Et puis voilà, on a accumulé les bonnes prestations également fin février, UAE avec la belle victoire de Ben et la deuxième place. Donc voilà, c'est ce que je souligne moi, c'est qu'on a réussi à rester régulier tout au long de cette première partie de saison. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et c'est clair qu'il y a de la fierté. Voilà, quand tu lis le classement UCI World Tour, de te voir deuxième derrière, comme tu l'as dit, les intouchables UAE, et voir les équipes qui sont juste derrière nous, c'est juste impressionnant. Et puis les victoires, ça c'est clair qu'on a réussi à enchaîner les victoires rapidement et à conserver ce rythme, hein, en ayant fait aussi un excellent mois de mai. Hein, donc ça veut dire que les coureurs sont toujours présents, il n'y a pas d'usure mentale et physique. Et que même le contraire, qu'il y a cette spirale sur laquelle toute l'équipe surfe. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'être au départ des courses et de pouvoir enchaîner ces belles performances. Bon, le constat est clair et net, c'est que Decathlon H2R la mondiale a franchi un cap par rapport aux années précédentes, voire même plusieurs caps. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons simplement de cette progression fulgurante? Est-ce qu'il y a, voilà, j'imagine qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Oui, bien sûr, les raisons sont multiples. Hein, comme on l'a bien identifié durant l'intersaison, un nouveau partenaire titre est arrivé avec Decathlon pour accompagner la mondiale. Bien sûr, des nouveaux vélos, et c'est clair que la marque Van Rysel a produit à l'ensemble des coureurs un vélo qui est juste impressionnant en termes de data. On les connaissait, ces datas, on savait qu'on allait avoir de super bicyclettes. Après, voilà, il n'y a que la vérité du terrain qui confirme tout ça, et ça a été vite confirmé par les coureurs durant le stage, et puis bien sûr pendant les courses. Et on sait que le vélo, malgré tout, est un élément primordial, c'est un sport mécanique, et qu'on voit le professionnalisme dans lequel sont toutes les équipes, avec des stages, les nutritionnistes, tout ce qu'on connaît de la performance. Le vélo fait partie intégrante, et on sait que ces petits détails, on peut vite les retrouver sur le vélo. Et c'est clair que je pense que les bicyclettes Van Rysel nous ont permis de passer des paliers. Ça,
Ça, c'est vraiment impressionnant. Et puis le discours qu'on a eu cet hiver avec l'ensemble du staff technique, les directeurs sportifs, je me rappelle encore lors de réunions au mois de décembre, voilà, d'avoir un message plutôt fort, de changer certaines choses, de sortir un petit peu de notre zone de confort. On est présent dans le World Tour depuis de nombreuses années. Voilà, il y avait un nouveau virage qui se prenait au sein de la société France Cyclisme, avec un nouveau patron à la personne de Dominique Serriez, un organigramme qui a été refait un petit peu. Voilà, donc forcément, il y avait des choses qui ont changé. Donc forcément, il faut aussi, nous, se remettre en question en disant qu'il faut peut-être changer certaines choses, des petits détails une fois de plus. Mais voilà, le mot de sortir de notre zone de confort était vraiment important durant l'hiver, justement pour bien aborder ce début de saison et pas le louper. C'est ce qu'on a fait, et à partir de là, l'enchaînement, comme on l'a dit, ça a pu se mettre en place. Et une fois de plus, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir coacher l'ensemble du groupe actuellement. Et vous parliez des vélos. Pour les non-initiés qui pourraient écouter cet entretien avec vous, expliquez-nous voilà, de façon assez simple ce qui change entre les vélos Van Rysel de cette année et puis les vélos par exemple BMC des années précédentes. En premier titre, l'aéro. C'est clair qu'il y a eu de gros efforts de fait de la part de Van Rysel au niveau de l'aérodynamisme. Donc on a un vélo qui est vraiment hyper aéro, et on sait que quand vous roulez au-dessus de 40, 45, 50, 55 km/h, l'aérodynamisme, ça nous permet de faire économiser nos courroies à grande vitesse. Et voilà, et c'est le combo, tout un ensemble, les roues avec Suicide. Honnêtement, on a des roues de très 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 haut niveau, et c'est l'ensemble, cette combinaison cadre, roue, qui permet au vélo de vraiment avoir un super rendement. Et je pense que Van Rysel a vraiment optimisé tous ces datas. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites en soufflerie, en test. Voilà, et c'est clair qu'on a des machines vraiment qui sont excellentes et qui répondent au cyclisme de très haut niveau. Voilà, donc c'est une composition de choses assemblées qui font que le vélo est vraiment devenu une bicyclette incontournable du cyclisme de très haut niveau. Donc le but maintenant, ça va être de continuer sur cette lancée, j'imagine, avec deux mois importants qui arrivent avec le Dauphiné, le Tour de Suisse, le Tour de France. Déjà sur ce Dauphiné, contrairement aux années précédentes, vous arrivez sans leader pour le général, donc j'imagine que le but ça va être de gagner une étape ou plusieurs. Oui, exactement. On s'est permis un peu le luxe de se dire qu'on avait le choix d'optimiser certaines choses, notamment par rapport à Félix. Et on a pensé que le Tour de Suisse correspond mieux aux qualités de Félix. Donc on a fait ce choix sportif de mettre Félix au Tour de Suisse. Et c'est clair qu'il y a une petite prise de risque, mais je pense que vu notre début de saison, on peut se le permettre. Donc c'est clair que sur les routes du Critérium, du Dauphiné, on va être plus axé sur la victoire d'étape, dans un premier temps avec Sam Bennett. On sait que durant cette semaine de compétition, sur le papier, il devrait y avoir 2 sprints dès demain, dimanche, et jeudi prochain dans la région de Lyon. Donc voilà, donc on va essayer d'optimiser déjà ces 2 arrivées au sprint pour que Sam Bennett puisse se frotter au plateau des sprinteurs du Critérium et pouvoir lever les bras. Et ensuite, comme tout le monde l'a vu, on reste après sur un parcours vraiment difficile. Dès lundi, mardi, dans les contreforts du Mont du Forêt et en Haute-Loire, sur des parcours difficiles, avec déjà des arrivées au sommet. Voilà, donc c'est clair que l'échappée là aura sûrement la belle vie, pourra peut-être se disputer la victoire d'étape. Donc ça sera aussi à nous aussi d'être bons sur ce début de semaine. Et puis après, on va articuler le dernier week-end, le triptyque alpestre qui est toujours très difficile et que je trouve particulièrement difficile cette année, avec 3 belles arrivées au sommet. Donc là, nos grimpeurs, Nicolas Prodhomme, Clément Berthet, qui aura également la mission de faire un bon classement général, certes avec des ambitions moins élevées que Félix. On sait que Clément est en bonne condition. Il a fait une belle course mercredi au Mercantour avec une belle 2e place. Voilà, donc on va avoir également un petit peu d'ambition au classement général avec Clément. Mais c'est vrai que l'objectif numéro 1 reste de gagner une étape durant cette semaine sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et sans oublier également, c'est important pour Bruno, un bon contre-la-montre mercredi. On sait que Bruno a une envie folle de participer aux Jeux Olympiques. Je pense qu'une belle performance au chrono peut donner des idées à Thomas Vauclair. Bien sûr, il y aura le titre de champion de France derrière.
Donc il peut y avoir un ascendant aussi psychologique. Donc c'est clair que Bruno va se battre avec beaucoup d'envie, de détermination mercredi lors du chrono, qu'on a d'ailleurs reconnu hier avec Bruno. Et honnêtement, le parcours correspond vraiment aux qualités de Bruno pour faire un bon chrono. Concernant Félix Gall, donc vous l'avez dit, il sera sur le Tour de Suisse. Avec quelles ambitions et surtout quelles ambitions sur le Tour après son Tour de France 2023 surprenant et puis voilà magnifique, une victoire d'étape et 8e du général, je crois. Voilà, comment il aborde cette partie importante de sa saison? C'est clair que Félix a pas eu une grande réussite en début de saison, avec notamment, je me rappelle, j'étais présent avec lui au mois de février sur les routes du Tour d'Andalousie, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu, et c'était une très belle entrée en matière pour Félix. Malheureusement, pas de course au mois de février. Et ensuite, on a vu Félix plutôt à l'aise sur les routes de Paris-Nice. Et ensuite, malheureusement, sur le Grand Prix Miguel Indurain et au Pays Basque, il a accumulé 2 chutes. Et à partir de là, la fin de la première partie de saison a été un peu plus compliquée pour Félix. Donc là, il sort d'un stage en Sierra Nevada avec l'ensemble du groupe des grimpeurs, avec pratiquement 3 semaines en altitude. Voilà, donc bien sûr, l'option du Tour de Suisse est vraiment stratégique. Et je pense que voilà, ça devrait bien fonctionner pour Félix. C'est un profil qui est vraiment très agressif au niveau de la montagne et en Suisse. Et après, bien sûr, l'objectif, c'est d'être à 100% au départ du Tour, en Italie, à Florence, avec l'objectif de faire un bon classement général. Voilà, je pense que Félix a passé ce cap de pouvoir aborder avec sérénité le Tour de France en se disant qu'il a la capacité, voilà, de rentrer dans les 10 premiers. On n'a pas mis des objectifs faramineux. Voilà, on va rester prudent. Félix se découvre une fois de plus, ça sera seulement son 2e Tour de France. Donc on va partir avec l'ambition de faire un bon classement général avec Félix et de pouvoir également être aussi acteur. On sait que la dernière semaine du Tour de France est vraiment très montagneuse, avec des belles arrivées au sommet. On connaît les qualités de grimpeur de Félix. Donc je pense également qu'il aura l'opportunité, comme l'année dernière, de pouvoir remporter une belle étape de montagne sur les routes du Tour. Est-ce que vous le mettez dans le deuxième chapeau? Il y a le chapeau 1 avec Roglic, Vingegaard, Pogacar et Evenepoel. Est-ce qu'on peut le mettre dans le chapeau 2 avec des garçons peut-être comme Gaudu, comme Hindley, comme Buitrago, etc. Oui, je pense qu'il a tout à fait les qualités physiques et mentales pour pouvoir s'exprimer dans cette bataille. On sait qu'il y a la bataille du maillot jaune, il y a la bataille du podium, la bataille du top 5 et cette fameuse aussi bataille du top 10. Donc c'est clair qu'on peut mettre Félix dans cette bataille du top 10. Puis pourquoi pas avoir une bonne surprise. Voilà, la dynamique de l'équipe est juste fantastique actuellement. Donc voilà, on se doit aussi de dire que c'est possible de faire un excellent Tour de France avec Félix. Voilà, donc on va partir avec beaucoup de sérénité. Notre début de saison nous permet justement d'aborder ce Tour de France avec ce recul-là. Donc il faut savoir aussi en profiter. Donc voilà, donc c'est clair que dans un premier lieu, moi j'ai vraiment hâte de revoir Félix avec un dossard sur les routes du Tour de Suisse, parce que son dernier dossard commence à dater, c'était à Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, on sait que les entraînements sont importants, tout se passe bien en entraînement, mais voilà, il faut valider ça aussi en course. Donc c'est vrai que le passage au Tour de Suisse sera important avant de partir sur les routes du Tour. Concernant la sélection du Tour de France, combien de coureurs sont assurés de le faire et si possible, est-ce que vous pouvez nous les citer? Je ne vais pas vous les citer, mais voilà, il y a un groupe de 12. Il y a un groupe de 12 coureurs actuellement. Voilà, ils savent tous qui sont dans cette liste-là. Et bien sûr, ça sera à nous, le staff technique, de prendre les décisions régulièrement. Nous sommes en réunion pour élaborer le 8 de départ du Tour de France. Voilà, on a avancé sur certains points. Bien sûr, on est encore à la recherche de repères, notamment avec la montagne, sur les routes du Dauphiné, sur les routes du Tour de Suisse. Donc voilà, donc une fois de plus, la sélection ne sera pas définitive à l'issue du Dauphiné. Voilà, et bien sûr, on sait l'importance pour les équipes françaises d'avoir également peut-être un maillot bleu-blanc-rouge au départ du Tour de France. Donc voilà, donc il reste encore du temps pour finir la sélection, mais voilà, pas d'inquiétude, on travaille avec beaucoup d'applications sur cette sélection, parce qu'on sait que c'est important, mais je pense que la marque de fabrique de l'équipe depuis plusieurs années au niveau du Tour est excellente. Voilà, on s'est rarement loupé sur les routes du Tour de France en termes de victoire d'étape, en termes de classement général. Donc voilà, donc on élabore avec le staff le meilleur 8 de départ avec un groupe resserré actuellement de 12 coureurs.
Et est-ce que Ben O'Connor fait partie de ces 12 coureurs? Actuellement, Ben O'Connor ne fait pas partie de ces 12 coureurs. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, personnellement, de son Giro? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un demi-échec, le fait qu'il ait loupé le podium, ou alors quatrième, c'est déjà très bien à vos yeux? Non, c'est très très bien à mes yeux et je pense qu'avec l'honnêteté, je pense qu'après 3 semaines sur un long tour, si vous êtes quatrième, c'est que vous méritez d'être quatrième. Il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas eu de problème mécanique, de chute en se disant si on n'avait pas tombé ici, si on n'avait pas eu ce problème mécanique ici, on aurait pu peut-être gagner quelques secondes et être troisième. C'est pas du tout le cas. Ben O'Connor a fait sa course, a essayé d'accompagner les meilleurs, c'est un petit peu coincé par moment, a essayé d'anticiper des choses. Voilà, donc honnêtement, il y a eu beaucoup de satisfaction sur ce Giro. Voilà, je pense que tout le monde a en mémoire ces 2 fabuleuses étapes avec Valentin Paré-Peintre et Andrea Vendrame. Voilà, également, je pense que beaucoup de gens ont apprécié le travail de Valentin Paré-Peintre la veille de l'arrivée à Rome, avec cette résistance pour justement sauver ce top 5. Voilà, donc il a fallu vraiment batailler l'avant-dernier jour pour conserver ce top 5. Et on sait qu'un top 5 sur un grand tour, c'est vraiment important. C'était l'objectif initial au départ. Donc, nous, on n'a pas du tout de frustration. Et on est vraiment très satisfait de ce Giro. Vous parlez de Valentin Paré-Peintre, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de l'information ou de la rumeur qui circule depuis quelques heures là, et de son éventuel départ chez Total Quick-Step. Est-ce que vous avez un petit commentaire à apporter à cela? Non, après ça fait partie du jeu. Valentin est en fin de contrat, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà, les agents font leur travail. Comme tous les coureurs en fin de contrat qui ont des résultats, ça attire l'œil, ça attire le regard. Donc forcément, Valentin, après un excellent Giro, c'est tout à fait logique que certaines équipes puissent se renseigner auprès de lui, auprès de son agent. Voilà, il est libre, donc les discussions peuvent exister, mais rassurez-vous, de notre côté aussi, on reste très attentif et les discussions sont très bien avancées avec Valentin. Donc voilà, pour l'instant, voilà, tout ça est en cours, mais on n'a pas d'inquiétude. On espère vraiment fermement que Valentin sera encore avec nous l'année prochaine. Et pour finir, Julien, 2 petits sujets. Donc déjà, je voulais parler un peu de la course à la victoire finale sur le Tour. On a eu Marc Madiot il y a 2 jours qui nous disait qu'il pensait que Tadej Pogačar, il n'y aura pas une grosse bagarre sur le Tour de France et que Tadej Pogačar serait au-dessus. Il parle bien sûr à l'instant T, sans savoir ce que va donner Vingegaard notamment. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous pensez quand même qu'on va assister à une bagarre plus intense sur le Tour que sur le Giro pour le maillot jaune? Oui, honnêtement, je pense que la lutte pour le maillot jaune sera plus intense que la lutte pour le maillot rose, ça c'est une certitude. Mais c'est clair que je rejoins un petit peu Marc. Tadej va arriver quand même avec une pancarte de numéro 1. Voilà, il va, je pense, très bien gérer le mois de juin. J'ai vu qu'il est parti à Isola 2000 faire de l'altitude. Donc c'est clair que Tadej aura l'étiquette de numéro 1. Mais je pense que malgré tout, il y aura une belle bataille. Des Roglic, des Renko, bien sûr, quid de Vingegaard. Mais bon, la concurrence sera quand même supérieure au Giro. Voilà, donc c'est clair que je m'attends malgré tout à une belle bataille, même si une fois de plus, Tadej sera le numéro 1 pour moi. Et pour finir, le premier rendez-vous pour vous ce week-end, c'est bien sûr demain avec éventuellement une victoire pour Sam Bennett sur la première étape du Dauphiné. Mais est-ce que le grand rendez-vous sportif du week-end pour Julien Jourdi, va pas se passer à Metz dimanche à 17h? Ouais, j'ai vu que l'arrivée était juste avant, donc j'espère que j'aurai le temps de regarder ce match. J'étais présent évidemment jeudi soir dans les tribunes à Geoffroy Guichard pour assister à la belle victoire des Verts de 1. Donc ouais, donc demain il y aura effectivement une belle bataille pour les Stéphanois livrés et on connaît l'importance pour un club et pour une ville comme Saint-Étienne d'être présent en Ligue 1. Donc j'espère avec toute la ferveur des supporters que nos petits Verts vont pouvoir remporter cette deuxième manche et être présent en Ligue 1 l'année prochaine, parce que bon, je pense que pour tous ceux qui aiment le foot, le club de Saint-Étienne se doit d'être en Ligue 1, donc on va croiser les doigts pour que les Verts de la SSE puissent obtenir leur billet en Ligue 1 pour la saison 2024-2025. L'idéal, ce serait que Sam Bennett gagne demain, que Saint-Étienne arrache son billet pour la Ligue 1. Ce serait une journée parfaite pour vous? Ça serait une journée parfaite avec un maillot jaune, un maillot vert, donc ça serait un fort symbole avant le match de la SSE. Donc ouais, une belle journée de sport en ce dimanche, demain, donc j'espère que les planètes, une fois de plus, seront alignées et que tout va bien se passer.
Ok, merci Julien Jourdi. Bon courage, bonne chance pour le Dauphiné, pour Saint-Étienne et tout. Et puis, bah, on vous souhaite encore plein de réussites pour le mois de juin et le mois de juillet.